Très bon dimanche à tous, merci d'être avec nous. Voici notre sommaire. Faut-il forcément sortir de sa zone de confort? C'est très tendance aujourd'hui. Nous en discuterons ce matin. Votre petit mord, tape, vous ne comprenez pas trop ce qui lui prend? Eh bien, décryptage par une spécialiste. Se muscler très vite, sans effort, le rêve. Pour beaucoup, on testera pour vous l'électrostimulation. Et pour finir, la nature nous a donné ce qu'on appelle des super aliments. Quels sont-ils? Les détails dans notre émission. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je retrouve mes invités, à tout de suite. Merci à vous d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver une belle équipe qui va m'accompagner tout au long de ce rendez-vous pour vous, pour l'émission et pour la faire avec moi. Parce que justement, on se retrouve finalement avec des experts chroniqueurs, chacun avec sa casquette, chacun avec sa spécialité, chacun avec son sujet. Justement, Fedwa Barada, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Et avec vous, c'est tout petit qui mordit, qui tape. Les parents ne savent pas trop si c'est normal ou pas. Pourquoi leur tout petit se transforme en bébé violent? Eh bien, on expliquera que c'est un petit peu normal, mais qu'il y a des choses à surveiller. C'est dans quelques instants avec vous. Khadija Daroui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Et avec vous, cette question, faut-il forcément sortir de sa zone de confort? C'est très tendance actuellement de parler de zone de confort, de dépassement de soi. Mais est-ce qu'il faut forcément sortir de sa zone de confort? Eh bien, vous nous direz tout cela dans un petit moment. À vos côtés, celui qui détient les secrets de la nature et de l'alimentation, notre super docteur Karim Louali, pour parler de super aliments. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Toute l'équipe vous adore et vous attend toujours avec impatience. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Merci à tous d'être là. L'électrostimulation testée par Atman, qui fait partie de l'équipe d'On se dit tout, de la rédaction d'On se dit tout. Et donc, se muscler rapidement, avec pas trop d'efforts ou un peu, en tout cas, il va nous expliquer ce que c'est et comment ça peut rendre service quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a un challenge à relever. Bref, ça c'est pour le sommaire. Maintenant, on va commencer à le développer petit à petit. Faut-il forcément sortir de sa zone de confort? On commence par ça. Khadija Daroui, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce sujet, on le traite avec vous et on le traite également à travers le témoignage d'un expert. Définition de la zone de confort. On regarde et on revient en plateau. La zone de confort psychique, moi je la définirais en deux parties. La première zone que je nommerais positive et vivante, et la deuxième zone négative, voire mortifère. La première zone psychique vivante, c'est quoi? C'est d'être le plus centré, le plus axé à son désir, à soi. À ce qui fait qu'on se sent bien à une place, qu'on a une sécurité de base et que ces sentiments-là d'être bien dans sa peau, bien axé en soi, qui fait qu'on est dans une zone de confort positive. La zone de confort négative, c'est la zone où on sent qu'on fait trop de compromis avec la réalité et qu'on n'est pas vraiment à sa place. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas épanoui, ça peut être dans son travail, ça peut être dans un couple ou dans n'importe quelle autre situation. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas épanoui, on ne se sent pas bien à cette place-là. On sent qu'on n'est pas connecté à ce qui peut nous ouvrir à soi, aux autres, et qu'on est enfermé. Il y a quelque chose d'un peu mortifère, donc. C'est pas simple de se trouver. Ça peut prendre vachement de temps. Et quand on est dans ce parcours comme ça peut être un parcours de souffrance. Et quand on se donne les moyens, on se dit et qu'on trouve les passerelles, les ponts pour aller trouver d'autres ressources en soi, c'est quelque chose de magique. Hein, c'est comme une fleur qui éclot, quoi. Hein, c'est la vie. Hein, on est quelque chose dans du plaisir, on n'est pas dans l'obligation, on n'est pas dans une souffrance. Il faut prendre des risques et il faut être courageux.
Et il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Ça peut être un truc tout simple, hein, pour quelqu'un qui a envie de changer un peu, c'est changer son parcours, son chemin sur sa route le matin quand il va au travail. Commencer par des petites choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à demander, à être aidé quand on sent que c'est trop pour soi. Il faut aussi accepter ses limites, les écouter. Et quand c'est trop, je ne sais pas, moi, appeler un copain, une copine. Quand c'est encore de trop, qu'on n'y arrive pas comme ça, on peut consulter. Quand on sent que cette zone de confort, elle va pas, qu'on a envie de changer d'espace, quoi. Alors moi je trouve que les spécialistes ne nous rendent pas service, parce que qu'est-ce que vous dites? Vous dites il faut prendre des risques, mais il faut faire attention, il ne faut pas se brûler les ailes. Et c'est là tout le dilemme. Et donc finalement on se dit, est-ce qu'en quelque sorte aujourd'hui ce discours qui nous pousserait à sortir de notre zone de confort, de nous réaliser différemment, de relever des challenges, mais en même temps faire attention, c'est pas facile tout ça. Pourquoi on ne nous a pas laissés tranquilles et on nous a parlé de cette zone de confort? C'est un discours relativement moderne. C'est clair. Donc, je vous remercie tout d'abord du choix de ce sujet qui est réellement très intéressant. Et honnêtement, dans la vie, tout est question d'équilibre. Donc, pour notre zone de confort, j'ai beaucoup apprécié la définition de M. Mkeren. Mais si on veut dire aussi, c'est très schématiquement, c'est l'ensemble de nos habitudes finalement. Notre manière d'agir, de réfléchir, de tout ce qu'on a intégré depuis qu'on est petit, les préjugés qu'on a. Et donc finalement, c'est tout ce qui nous est routinier, tout ce qui nous est habituel, tout ce qui nous est familier. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que tout ce qui nous est routinier, familier, est-ce qu'il est vraiment toujours dans notre intérêt? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tire toujours, qui nous pousse vers l'avant ou qui parfois peut nous tirer vers l'arrière? Et c'est là où lui parlait justement il y a quelques instants de ce baromètre intérieur. Voilà. Est-ce que je suis à l'aise ou je ne suis pas à l'aise? Exactement. Mais on peut être à l'aise dans une situation et en fait on est bien, on n'a pas envie de changer. Mais aujourd'hui on nous parle tellement de sortir de sa zone de confort que lorsqu'on n'a pas envie d'en sortir, on se dit est-ce que je vaux rien? C'est une très très bonne question, mais parce que là aussi il y a un petit piège, il y a un petit amalgame qui peut être créé pour zone de confort et on a l'impression que qui dit zone de confort dit quelque chose de confortable. Ça veut dire que finalement c'est une zone où tout se passe bien, c'est une zone où je me sens en règle générale heureux, je me sens zen, je me sens bien. On se pose la question parce que finalement, forcément, ce n'est pas forcément le cas. Ça veut dire que dans ma zone de confort, je peux être vraiment mal. Je peux avoir un patron qui me crie dessus, et je le tolère depuis longtemps, c'est mes familiers. Mais ce n'est pas confortable. Je peux avoir des disputes conjugales avec mon conjoint, ma conjointe tout le temps, c'est familier, c'est dans ma zone de confort, mais ce n'est pas confortable. Je peux avoir des soucis matériels chaque mois, être dans une situation financière très précaire, ça m'est familier, mais ce n'est pas confortable. Et donc finalement, la zone de confort, c'est tout ce qui nous est familier, mais qui n'est pas obligatoirement confortable. Okay. Donc finalement, les gens qui peuvent poser cette question, c'est les gens qui vous disent « Non mais écoutez, moi, j'ai pas de problème. Je suis bien où je suis. Moi, je suis bien. Ma femme, elle est superbe. J'ai d'adorables enfants. J'ai un travail que j'adore. J'ai des loisirs, j'ai des amis, je fais des voyages, j'ai pas de soucis. » Donc, et là, vous me culpabilisez. Vous me dites « Sors de ta zone de confort. » Mais moi, je ne vais pas en sortir, j'en vois pas l'intérêt. Et donc, pour ces gens-là, honnêtement, il existe une petite question. C'est à eux de se la poser. Et en fonction de la réponse, c'est à eux de voir si effectivement ils ont envie de sortir de leur zone de confort ou pas. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que les actions que vous entreprenez aujourd'hui, est-ce que votre manière de réfléchir, est-ce que la manière que vous avez de gérer votre relationnel, de gérer votre personnel, votre professionnel, est-ce qu'elle est en adéquation avec ce en quoi vous croyez réellement? Est-ce qu'il est en adéquation avec ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Est-ce qu'il est réellement en adéquation toujours, au moins la majorité du temps, 80-90%, avec ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie? Si la réponse est alhamdoulilah, voilà, c'est la réponse, elle est spécifique à chacun. On ne peut pas obliger quelqu'un ou imposer à quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Mais justement, c'est personnel. Ce discours ambiant, c'est
il faut sortir de sa zone de confort, il faut se dépasser, il faut vivre de nouvelles expériences. Il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Il faut. L'objectif est quoi finalement? Pourquoi est-ce qu'on incite tellement les gens à sortir de cette zone? C'est parce qu'au limite de cette zone, il y a d'autres zones. Il y a la zone d'apprentissage, il y a d'autres zones, les zones où on peut expérimenter de nouvelles choses. Il peut y avoir un meilleur bien-être, une meilleure joie de vivre, vivre un peu plus d'excitation. On n'est plus dans la routine. Vous connaissez ces gens qui ont tout, mais qui ne sont pas bien au fond. Ils ont tout, entre parenthèses, mais qui ne sont pas bien. C'est la routine qui s'est installée. On a besoin d'un minimum de stress, d'un minimum d'anxiété pour être performant, pour être bien. Ça, c'est la psychiatre qui le dit. Hein. Oui. Non, c'est plusieurs études qui ont démontré ça. C'est pas juste... Ça veut dire que finalement, une dose élevée de stress, de manière continue, de manière chronique, ça c'est néfaste. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, on a besoin d'un minimum d'anxiété. Qu'est-ce qui nous fait nous lever chaque matin pour venir sur votre plateau, par exemple? Il faut que je sois à l'heure, il faut que je nave, voilà les embouteillages, etc., etc. On a besoin de cette petite dose. C'est pas méchant. Ça nous permet d'être performants. Mais est-ce qu'il faut aussi être en tant que individu, il faut développer ce filtre par rapport au discours ambiant, par rapport aux médias. Par exemple, lorsqu'on voit beaucoup de spécialistes parler du dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort, est-ce que c'est aux spécialistes de faire attention à leur discours, parce que derrière, il n'y a pas forcément un public averti, ou c'est à l'individu de faire attention à lui et de ne pas être forcément secoué par ce discours-là? Peut-être les deux, finalement. Mais l'idée étant, c'est que la zone de confort, votre question c'était, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort? Forcément. Est-ce qu'il faut forcément sortir de sa zone de confort? Aujourd'hui, en 2018, de sa zone de confort. Mais l'idée étant, c'est quand je vous dis, il faut que vous sortiez de chez vous. Imaginez, vous êtes dans votre maison et je vous dis, vous devez sortir. C'est angoissant, ça crée de la peur. Donc c'est clair que ça crée beaucoup de résistance chez la personne et qu'elle veut juste rester dans son coin douillet, dans sa bulle, dans son cocon, ce en quoi elle a l'habitude. Donc maintenant, l'idée qu'on propose, c'est pas tellement de sortir, mais pourquoi ne pas élargir ma zone de confort? J'ai une petite maison, pourquoi ne pas la rendre plus fonctionnelle, plus accueillante, plus chaleureuse et donc enrichir ma zone de confort? Pourquoi ne pas l'agrandir très progressivement? Donc je vais commencer juste à pousser les barrières. Et parce que même ce terme choisi de sortir de ma zone, il est un peu anxiogène en lui-même. Absolument. Ça veut dire que finalement, en sortant, j'ai l'impression de perdre tout ce que j'ai acquis et de me perdre finalement un peu moi-même. Au contraire, en enrichissant petit à petit, on acquiert de nouvelles choses, on acquiert de nouvelles connaissances et on reste. Il y a toujours ce petit stress, cette petite excitation qui nous permet d'avoir une meilleure joie de vivre. Alors, docteur Kadhim Louali, je vous sens en effervescence par rapport à ce sujet. Ça me parle. Ça vous parle? Parce que le stress positif, le bon stress, nous permet de nous surpasser. Moi, les meilleures choses que je réalise, c'est quand je sors de ma zone de confort et quand je suis sollicité et quand je suis sous pression. Donc vous avez besoin parfois de sortir complètement de votre zone de confort. On s'aère l'esprit, on respire, on voit d'autres choses, d'autres perspectives qu'on ne voit pas forcément quand on est dans notre petite routine habituelle. Et le stress positif est très bien, hein, c'est ce qui permet à toute personne, à un étudiant de bien remplir sa copie. Mais vous sortez pour revenir? Toujours, parce que la base, elle est importante, mais il faut sortir de sa zone de stress pour être heureux. Parce que finalement, quand la routine s'installe, ce qu'on entend aussi parfois ces derniers temps, c'est presque pousser les gens à complètement tout laisser tomber et démarrer autre chose. Ça, c'est anxiogène quand même. L'intérêt de nuancer les mots, c'est-à-dire sortir, ça a une connotation assez négative dans l'esprit des gens. Et peut-être élargir, c'est beaucoup plus acceptable. Hein. Absolument. Ben oui. Élargir. Et découvrir d'autres horizons, c'est beaucoup moins stressant. Ben voilà, c'est rassurant. On a besoin de notre zone de confort, ça veut dire on a besoin de cette petite base rassurante. C'est ça. Maintenant, comment faire pour l'élargir? Maintenant, c'est une petite question qu'on peut se poser. Comment faire pour l'élargir? Eh bien, on va y aller à travers les questions des téléspectateurs. D'accord. On y va pour la première. Si j'ai bien compris, ma zone de confort est très limitée, vu que tout ce qui est nouveau me fait peur. Y a-t-il des méthodes pour avoir plus confiance en moi? C'est un jeune homme de 32 ans qui pose la question. Voilà. Alors, ma zone de confort est très limitée, c'est sa perception à lui. Ça veut dire que finalement, la zone de confort, elle change d'une personne à une autre. Vous avez beaucoup de facilité à appeler des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Une autre personne, ça, c'est vraiment dans sa zone carrément de panique, de non-expérience. C'est difficile pour elle de faire ça. Et donc, une zone de confort peut être, premièrement, elle est différente et elle est extensible.
C'est ça ce qui est sympathique dans la zone de confort. C'est comme un petit élastique finalement. C'est pas quelque chose qui est limité. C'est quelque chose qu'on peut pousser. C'est quelque chose, voilà, juste qu'on a à attendre, mais attendre tout doucement pour qu'elle ne coupe pas. Et justement, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Comment élargir la zone de confort pour ce jeune homme? Alors justement, l'idée c'est que premièrement, il faut identifier qu'est-ce qu'on veut dire par zone de confort. Il faut être conscient de mes habitudes, de ma manière d'agir, de réagir, de ma manière de penser, de mes comportements. Et ensuite, donc, après avoir délimité tout cela, donc déjà je prends conscience de qui je suis, je commence à l'élargir tout progressivement. Parce que l'idée, entre parenthèses, qui angoisse énormément les personnes, c'est qu'ils ont justement l'impression qu'ils doivent faire ce changement brutal. Brutal, absolument. Alors que non, l'idée c'est qu'il y ait un changement très progressif, petit à petit, pas à pas, en douceur, et en intégrant des choses nouvelles à leur vie. Ça peut être, comme a dit le monsieur tout à l'heure, ça peut être justement changer, juste tester de nouvelles cuisines ou faire, juste arrêter, par exemple, éteindre mon téléphone le week-end quand je suis avec les enfants. Ou par exemple... C'est fou, mais le téléphone est rentré dans la zone de confort, c'est incroyable. Non, mais c'est clair. Mais le téléphone, c'est l'une des bases rassurantes, entre parenthèses, qu'on a dans Parce qu'on est en connexion. On est en connexion, et puis c'est mon automatisme. Quand je angoisse au sujet d'un examen ou au sujet d'une présentation que j'ai, je me retrouve sur mon téléphone sans me rendre compte pourquoi est-ce que je me retrouve encore une fois sur mon téléphone. Alors, on a une dernière question. En sortant de ma zone de confort, est-ce que je risque de changer ma personnalité? Petit Sam, 35 ans. Vous savez, la personnalité, c'est finalement le fondement de base d'une personne. Et donc, le sortir de sa zone de confort ne fera qu'améliorer certaines caractéristiques de la personnalité de la personne. La changer, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup, Khadija Deroui, psychiatre, psychothérapeute. Vous nous avez dédramatisé finalement cette histoire de zone de confort. Faut-il en sortir ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la routine est rassurante. Elle est importante, mais en même temps, pousser un petit peu les limites pour se découvrir, ça aussi, c'est important. Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot? C'est que juste, il faut être bienveillant dans cette quête. En nous voulant sortir tout doucement, être bienveillant envers soi-même, être patient envers soi-même et se féliciter pour les moindres mini-actions que la personne réussit à faire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Khadija Deroui, psychiatre, psychothérapeute. On continue l'émission ensemble puisqu'on a d'autres sujets et on va parler d'enfants et de comportement tout de suite. Fedwa Barada, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Alors, très tôt, les enfants peuvent être un petit peu violents, entre guillemets. Ils peuvent taper, mordre, surtout lorsqu'ils sont en communauté entre eux. Et donc, les parents se posent souvent la question, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne comprends pas pourquoi mon enfant se met à taper les autres. Alors, vous allez nous dire comment il faut se comporter et surtout comment comprendre ce comportement. D'abord, on est allé poser la question à différents parents et puis notre équipe est allée à la rencontre d'une directrice de crèche qui observe de très près justement les plus petits. On regarde. La violence chez les tout-petits, on ne va pas vraiment parler de violence parce que c'est un bien grand mot. De manière générale, c'est un comportement classique et basique. On peut même dire que c'est structurant et que ça fait partie du développement de l'enfant. C'est très fréquent chez les enfants entre 18 mois et 3 ans. Pourquoi? Entre autres parce que l'enfant, à cet âge-là, n'est pas maître de ses gestes. L'enfant ne sait pas gérer ses émotions, ses excès de colère. L'enfant ne sait pas gérer ses frustrations et faire part de ses désirs. Ça passe avec l'âge. J'ai un enfant violent. Il était très violent, mais maintenant il est doux comme un agneau. Quand je lui enlève un jouet entre ses mains ou quand je dis non, ou quand c'est l'heure de dormir et qu'elle refuse d'aller dormir et que je la force à le faire. Donc généralement, c'est ces moments-là où elle se tape des crises de violentes. C'est des pousses de cris, elle se trimballe un peu par terre des fois. Donc on va parler par exemple de conflit de possession. Il suffit qu'un enfant ait un jouet ou un objet en sa possession et qu'un de ses camarades veuille jouer avec. L'enfant qui se fait prendre le jouet peut être agressif et celui qui prend le jouet à son tour peut réagir de la sorte. Donc il y a aussi, on va dire, les excès d'émotion. Moi, j'ai déjà assisté à un petit qui va vers son camarade. À la base, il se dirige pour faire un câlin. Et là, on voit tout simplement qu'il y a des pulsions, qu'il y a un excès d'émotion et le câlin se transforme en morsure.
Donc voilà, il faut savoir que c'est tout à fait ordinaire, qu'il ne faut pas s'inquiéter. On ne va pas dire que ça arrive tous les jours, mais presque. Alors, c'est presque l'amour vache entre, entre les enfants, Fadwa Barada, psychologue, psychothérapeute. Apparemment, c'est tout à fait normal, très tôt, qu'un câlin se transforme en morsure, ou en tapette. Oui. Écoutez, les spécialistes de la petite enfance le connaissent bien. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a confirmé la dame. On a toujours, et c'est inhérent au développement, c'est-à-dire c'est un processus tout à fait normal dans le développement d'un enfant. On a dans une classe ou à la crèche, en maternelle, généralement, on a 1 ou 2 enfants agresseurs, entre guillemets, qui vont taper leurs petits camarades. Généralement, ça intervient entre 1 an et 18 mois. C'est un âge de pré-langage, c'est-à-dire c'est un enfant qui n'a pas encore accès au langage, il n'a pas encore appris à verbaliser ses émotions. Donc, il est dans un processus d'autonomisation parce qu'il a découvert la marche disons à cette période-là, et en plus il se croit tout puissant, c'est-à-dire que tout lui est dû, il peut faire tout. Alors dès qu'il est confronté à une frustration, disons un non ou un refus, les pulsions agressives sont à l'état brut. Parce que c'est un enfant qui n'a pas encore, disons, éduqué ses pulsions, et donc la violence est au premier plan. Alors, justement, c'est une question de pulsion, c'est une question d'émotion, de sentiment, mais pourquoi, on va dire, vous l'avez dit, il y en a toujours 1 ou 2 qui va se comporter comme ça, mais pas les autres. Ce n'est pas un comportement généralisé. Ce n'est pas un comportement généralisé, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que ça dépend aussi de quand est-ce que l'enfant arrive à exprimer ce langage. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui parlent à 12 mois, 13 mois ou 14 mois, c'est-à-dire il peut dire je suis fâché ou tu es méchant ou des choses comme ça. Ça l'aide à verbaliser, à avoir une tension moins intérieure. Il y en a d'autres qui, la parole tarde à venir, et donc bien sûr que l'agressivité va être plus prégnante. Alors, est-ce que l'enfant se rend compte, je vais y arriver, que c'est une marque de violence, c'est une expression de violence? Écoutez, au début, non. D'accord? C'est-à-dire que c'est un acte un peu naturel, on est tous un peu violents en nous, mais on a appris quand on n'a pas ce qu'on veut, ou la femme n'a pas le bijou qu'elle veut, chez un bijoutier, elle ne va pas se rouler devant son mari par terre. Je veux le bijou. Non, c'est-à-dire qu'on a éduqué nos pulsions. Vous comprenez? À cet âge-là, non, ils n'ont pas encore appris à le faire. Mais disons que c'est un peu... Ils ne se rendent pas compte que c'est violent et qu'ils font du mal, par exemple en tapant? Au début, non, parce que c'est une expression de la violence, c'est-à-dire un bébé tout nourrisson, quand tu tardes à lui donner un biberon, s'il avait vraiment la force à te taper, il le ferait. Vous comprenez? Mais non, au début, ils ne sont pas conscients. Mais par la suite, quand ils sentent qu'ils agissent sur l'autre, ils voient un peu la réaction aussi, parce qu'il est en train de tester les limites aussi. Bien sûr. Donc, il est en train de taper, de voir la réaction. Parce que moi, la première des choses, quand je reçois quelqu'un qui se plaint, un parent qui se plaint d'agressivité de son enfant, la première des choses que je demande, c'est quelle est votre réaction quand il vous tape, ou quand il tape la maman, ou quand il y a un acte d'agressivité. Parce que plus il va taper, plus l'acte va être banalisé, on va rigoler, arrête de taper, tout ça. C'est sûr qu'il va aller crescendo, et ça va aller de plus en plus. Alors justement, c'est ma prochaine question. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire face à un enfant qui tape, qui mord les autres, les petits, les grands? D'accord. Alors là, le rôle des parents est extrêmement important. Bien sûr, le rôle d'éducateur n'est pas à minimiser, mais le rôle des parents est extrêmement important parce que ce sont comme on dit, des socles identificatoires extrêmement, disons, importants pour cet enfant-là. Il faut de la constance, de la fermeté. Ce sont 2 règles essentielles pour pouvoir combattre un peu ce phénomène-là. La fermeté dans le sens où arrête de taper, c'est-à-dire le ton, l'intonation, le regard, la gestuelle, tout ça doit être cohérent pour que l'enfant comprenne c'est pas un désir, c'est pas une demande, c'est un ordre. Il ne faut pas être nonchalant dans sa demande. Et effectivement, il faut être ferme et pourquoi pas, disons, joindre ça à une punition. Bien sûr, jamais corporelle, mais une punition, enlever quelque chose qui lui fait plaisir. Okay. La constance, c'est-à-dire si l'enfant tape, c'est pas qu'une fois il tape, je fais exactement ce que me dit le médecin parce que je viens de sortir chez lui, et l'autre fois je laisse passer. Non, il faut de la constance parce que sinon ça enlève toutes les sens de l'autorité des parents. Donc je réagis tout le temps de la même manière. On lui dit que l'agressivité, la violence n'est pas tolérée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'il faut communiquer à l'enfant, c'est on peut lui dire qu'on accepte sa colère. Il a le droit de se mettre en colère, comme tout être, disons, humain, c'est sûr. Mais la manière dont il l'exprime n'est pas acceptable. Donc, on va lui montrer peut-être d'autres manières, exactement, plus civilisées, plus acceptables pour tous. Parce que lui dire simplement, c'est pas bien ce que tu fais, mais sans lui donner d'alternatives, c'est pas une bonne chose. Et effectivement, il faut donner des alternatives. On peut trouver d'autres choses. Ça, c'est très important quand les enfants n'ont pas accès au langage. D'accord. Mais dès qu'ils commencent à parler, ça va beaucoup mieux parce que ça les détend et il n'y a plus autant d'intensité interne. Alors ça, c'est, on va dire,
en quelque sorte, notre discours aujourd'hui concerne les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 ans, 3 oui. ans. Au-delà de 3 ans, Oui. c'est autre chose. Écoutez, au-delà de 3 ans, on peut tomber, hein, pas totalement, mais on peut avoir disons, des enfants agressifs d'une manière pathologique. C'est-à-dire, derrière, il faut chercher s'il n'y a pas de déficit. Ce n'est pas des pathologies déficitaires comme les troubles envahissants et autres qui ont comme symptôme l'agressivité. Et aussi chercher dans la dynamique familiale. Ça, c'est très, très important parce que c'est un enfant qui vit des traumatismes d'une manière répétée. Si la violence est un peu un mode d'expression à la maison. Banalisée à la maison et même valorisée, d'accord, parce qu'il y a des parents qui ont l'impression que c'est ta paille, ils n'ont rien fait de leur vie. Donc, c'est entre parents et entre fratries et aussi les parents envers leurs enfants. C'est sûr que cet enfant ne va jamais apprendre à verbaliser ses émotions et donc la communication se fait très rare dans ces familles-là. Et bien sûr, il prend exemple sur ses parents. Justement, et si par exemple, il y a une forme de violence au sein de la famille, comme vous le dites sur les autres enfants ou au sein du couple, le bébé... Le petit est une éponge de son environnement. Effectivement, donc forcément, il va reproduire naturellement. Il va apprendre à communiquer de cette manière-là. C'est-à-dire, dès qu'il y a une colère ou quelque chose, une perturbe, une tension interne, il va acter. Il va acter sa colère, il ne va pas pouvoir la verbaliser. Donc en fait, si on retient bien, cette violence, entre guillemets, est normale parce que c'est la manière chez l'enfant avant 3 ans d'exprimer une frustration, parce qu'il n'est pas encore maître du langage. Il n'a pas encore les mécanismes nécessaires pour pouvoir exprimer. Maintenant, en tant que parent, il faut cadrer tout ça, il faut dire que ce n'est pas bien, mais il faut montrer comment exprimer. L'exemple. Donner l'exemple surtout, c'est sûr. Les parents doivent orienter l'enfant à... maîtriser ses sentiments. À reconnaître ses émotions déjà, d'accord. Ça, c'est ce qu'on fait en thérapie. Généralement, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est aider l'enfant à reconnaître ses émotions d'abord, à pouvoir les exprimer d'une manière civilisée. Tout à fait. Oui, pour diminuer les colères. Docteur Karim Louali. J'en fais les frais avec mon petit. C'est vrai. C'est vraiment là, il n'a pas encore parlé. Et donc oui, finalement, des câlins se trouvent en griffes, en morsures. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. Trop de tendresse, un excès de tendresse même parfois. Puis bon, il faut gérer gentiment, il faut essayer d'expliquer. En fait, il faut expliquer le plus simplement possible. C'est ça. Tu fais mal à papa, non, c'est pas comme ça, doucement. Tout simplement. Exactement. Moi, je pense que quand on les met en communauté, ils apprennent à vivre avec l'autre. Moi, je pense que la crèche, elle apporte beaucoup de choses bien sûr, c'est sûr. dans ce niveau-là. Elle sociabiliser, effectivement. Elle aide à la sociabilisation de ses enfants. Ça diminue un peu leur taux de puissance. Tout est à moi, je ne partage pas. Donc la suprématie de la maison. Effectivement. Khadija Daroui, un petit mot par rapport à ce sujet? Au fait, j'ai beaucoup apprécié la notion de fermeté et de constance. Parce qu'effectivement, ce qui manque parfois aux parents, c'est qu'ils s'enferment. Et puis sur un petit sujet, et puis sur 3-4 sujets, ils oublient d'être fermes. Donc il n'y a pas beaucoup cette constance. Et l'enfant apprend à manipuler. Donc là, il sait qu'il peut aller chez celui-là. Celui-là, il ne va pas être trop ferme, le papa, la maman, et donc ainsi de suite. Donc j'ai beaucoup apprécié cette notion de fermeté et de constance. Alors on revient pour les questions des téléspectateurs, juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Retour sur le plateau d'On se dit tout pour démarrer la deuxième partie de notre émission. Nous avons parlé jusque-là de la zone de confort et cette question que nous avons posée au docteur Khadija Daroui, faut-il forcément sortir de sa zone de confort? Ensuite, nous avons enchaîné sur cet autre sujet, enfant violent, quelle attitude? Mais on cadre bien le sujet, c'est enfant avant 3 ans. Donc apparemment, c'est normal. Maintenant, il faut quand même montrer les bonnes manières aux enfants. Tout à l'heure, nous parlerons des super aliments avec notre super nutritionniste, le docteur Karim Louali. Et on testera l'électro-stimulation pour se muscler rapidement. On revient à vous, Fadoua Barada. Vous êtes psychologue psychothérapeute. Et les questions des téléspectateurs, quand on a envie de faire vite, eh bien, ça bug souvent. Donc, question de Assil. Mon fils de 3 ans est jaloux de son petit frère nouveau-né. Ai-je des raisons de m'inquiéter sur son futur comportement violent? Écoutez, la jalousie, comme la violence, c'est tout à fait ordinaire un peu, c'est tout à fait normal. Il était roi chez lui, d'accord. On lui ramène, je dis toujours aux parents, au papa ou à la maman aussi, si vous êtes mariés et on vous ramène une autre femme à la maison, est-ce que vous serez contente? C'est un peu le cas, ce qu'il ressent un peu cet enfant-là. Écoutez, il faut aider si ce petit à 3 ans et disons dans une phase de pré-langage ou de langage, il faut lui parler, lui dire que tu as tout à fait le droit d'être jaloux et
je te comprends. Et puis, essayer de lui faire comprendre un peu quel est le processus, pourquoi on a un deuxième enfant. Peut-être que lui montrer aussi les bons côtés d'avoir un petit frère et d'accepter, bien sûr, sa colère, comme j'ai dit tout à l'heure, mais jamais en lactant et en agressant le bébé. Absolument. Autre question, Habiba Safi, 26 ans. Ma petite fille n'est pas violente envers les autres enfants, mais uniquement avec moi, sa mère. Est-ce que c'est normal? Ah là, il faut il faut creuser. Exactement. Il faut peut-être creuser dans la dynamique familiale, dans la relation mère-enfant, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des choses qui font que cette petite-là en veut à sa maman, peut-être, je ne sais pas, mais je ne peux pas répondre comme ça. C'est trop général pour pouvoir étiqueter quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est bien de se poser la question. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est intéressant qu'elle relève aussi que c'est juste avec elle. Okay. Donc, le problème, c'est une petite fille qui n'est pas violente avec les autres, mais juste avec elle. C'est-à-dire qu'il y a une relation assez conflictuelle mère-enfant. Voilà, à creuser, Habiba. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup, Fadwa Barada, psychologue, psychothérapeute, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on continue l'émission ensemble. On va parler d'électrostimulation tout de suite. Athman, test pour nous. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de tester pour vous l'EMS. L'EMS, c'est de l'électrostimulation et c'est une toute nouvelle activité sportive hyper tendance qui vient de débarquer au Maroc. Sans plus attendre, allons rejoindre Eddy, cofondateur et gérant d'un tout nouveau centre. C'est parti pour le sport. Bonjour Othman et bienvenue chez Body Factory. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Tu as l'air intrigué par ce qu'on fait ici, l'EMS. Oui, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'électrostimulation? L'EMS, ce sont des séances de 20 minutes, équivalent à 4 heures de sport puisqu'on vient te faire brûler jusqu'à 1200 calories. Le coach te fera réaliser des positions qui te forceront en fait à bloquer tes muscles. Tu seras entièrement gainé. Lorsque tes muscles seront contractés à 20-30%, un gilet rempli d'électrodes viendra stimuler l'ensemble de tes muscles pour compléter cette contraction jusqu'à 98%. Tu parles d'électrodes, donc en fait il y a de l'électricité, il y a du courant. Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que ça fait pas mal? Ce sont des électrodes basse fréquence, c'est totalement indolore. Tu sentiras des fourmillements qui se concrétiseront en contraction musculaire. Donc tu sentiras ton muscle qui se contracte, c'est une sensation nouvelle. Du coup je pense qu'il est temps d'aller essayer un petit peu cette électrostimulation. On va transpirer? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors maintenant que tu es équipé Othman, je te présente David, notre responsable coach. Salut David. Donc qui va venir t'installer ce gilet au-dessus de ta tenue en lycra. Est-ce que je vais devenir comme David après? C'est dans l'objectif. Super, on va essayer. Doucement David, c'est sa première séance. Okay, très bien, impeccable. Allez, donc on commence par la position de base, qui est celle-ci, hein, d'accord? Donc là, ça va commencer par le vert, tu es décontracté. Quand ça va être orange, tu commences à te mettre en position et à rouge, on va travailler. Ok. Je vais commencer par les cuisses, après on va passer au niveau du dos, sur les abdos et on va finir par les bras. Ok. D'accord? Allez, top. Orange, on se prépare et rouge, on contracte. Allez, je passe au niveau des lombaires, bas du dos, ouais. Et va à gauche. Ok, tu vas jusqu'au point de résistance, voilà, tu résistes et tu relèves. Voilà, tu te relèves, voilà, plaquage thoracique. C'est génial parce que pendant qu'on travaille les abdos, on travaille aussi les cuisses. Exactement, on vient de tout travailler. Je te demanderai de venir ici pour récupérer les TRX. On va se baisser, vraiment les bras fléchis, voilà, et tu vas faire des petits mouvements, d'accord? Allez, top, allez. Allez. Ok, tu peux relâcher. Allez, top. Allez, c'est les 3 derniers. Ok, là tu travailles de là et tu viens écarter au niveau des muscles. Allez, top. Voilà. Là, on travaille vraiment toute la densité au niveau du thorax. Ok. Allez, super. Allez, c'est la fin. Allez, très important la fin. Allez, on résiste, on résiste. Ok, super. Waouh. Super, t'as fait une bonne séance. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, David. Mais c'était avec plaisir. Hein. Je sors fraîchement de la séance d'électrostimulation qui a duré 20 minutes. Il faut savoir que c'est impressionnant parce qu'on est sous tension électrique pendant toute la séance. Mais je vous rassure, ça ne fait pas du tout mal. Moi, je vous recommande fortement cette activité parce qu'on travaille l'intégralité du corps pendant cette séance. Et je comprends mieux pourquoi 20 minutes égale 4 heures de sport en salle. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne et moi, je vais aller sous la douche. Eh bien, bonne douche, Athman. Merci beaucoup d'avoir transpiré pour la bonne cause, pour les téléspectateurs. Une séance d'électrostimulation, 20 minutes équivaut à 4 heures, c'est une super bonne chose, Fadwa.
Écoutez, c'est super, mais moi, je suis un peu sceptique. Pourquoi ? Je ne sais pas, est-ce que il faut d'abord faire des tests? Est-ce que le cœur peut, disons, suivre? Est-ce qu'on peut... C'est-à-dire que c'est un effort quand même assez important. Effectivement, il ne faut pas aller se jeter comme ça. Il faut peut-être passer chez le médecin. C'est vrai que passer chez le médecin, c'est toujours prudent. C'est toujours n'importe prudent, quelle activité exactement. physique. Ce sont des activités qui demandent beaucoup d'efforts cardiaques aussi. C'est ça. Khadia Daroui, en tant que médecin, justement, on n'a pas trop le temps de s'occuper forcément de soi. Une séance pareille, 20 minutes... égale 4 heures. C'est une super bonne équation. Alors déjà, pour moi, tout ce qui est électro de basse fréquence, c'est surtout les kinésithérapeutes. C'est chez eux que j'ai déjà vu ça. Ouais. Maintenant, personnellement, j'aime souvent sortir de ma zone de confort. Donc, ça me plairait bien d'essayer. Maintenant, c'est vrai que... Elle vous a mis la puce à l'oreille, tout ce qui est basse fréquence, moi, je me dis, bon, je ne pense pas que c'est trop risqué. Maintenant, c'est l'activité physique en elle-même. Je ne pense pas qu'il fait du jogging ou autre. Mais c'est vrai physique, hein, on n'a pas l'impression. Mais c'est vrai que pour une personne âgée, pour une personne qui a des problèmes cardiovasculaires ou autres, c'est clair qu'elle doit avoir un petit check-up avant. C'est sûr. Fedwa, vous nous avez mis la puce à l'oreille quand même. On aurait pu se lancer tranquillement. Je suis prudente. Je suis assez prudente. Docteur Karim Louali. Écoutez, l'électrosimulation a fait longtemps partie de l'arsenal thérapeutique du kinésithérapeute. Mais après, ça s'est développé pour l'amincissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'électrosimulation pour faire des raffermissements de ventre, les femmes postpartum, les seins, des choses comme ça. C'est-à-dire que la technologie, elle est safe quand on la maîtrise. Il y a des contre-indications à enlever, par exemple, porter un pacemaker. Il y a plein de contre-indications qu'il faut éliminer à la base. Bien sûr. La nouveauté, c'est qu'on va coupler ça au sport, parce qu'avant on faisait ça couché sur une table. Exactement. C'est ça la nouveauté. Écoutez, il faut tester. Moi je pensais qu'on partait sur ça, mais finalement non, c'est physique, c'est de l'électrostimulation pour augmenter la contraction, absolument. Et donc, voilà. Merci à Atman. Et là, il est sous la douche, il ne peut pas nous entendre. On passe à un autre sujet. On va parler santé, on va parler nutrition et on va parler super aliments. Docteur Karim Louali, nous sommes avec vous. Vous êtes médecin nutritionniste. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Une sélection de super aliments que vous nous avez faites. Épinards, poireaux, spiruline, amandes, graines de chia. Il y en a énormément. On propose justement une autre sélection à nos téléspectateurs. On regarde et on revient pour développer la vôtre. À tout de suite. Les super aliments prennent leur envol du placard de nos cuisines, cap au vent, pour rendre nos assiettes débordantes de santé. Oui, les super aliments portent parfaitement bien leur nom, parce que ce sont de véritables bombes nutritionnelles. Ils sont nombreux, nous avons l'embarras du choix. Que ce soit des fruits, des légumes ou encore des algues, les super aliments sont partout. Parmi ces super-héros, les cranberries, super aliment de compétition. Originaire d'Amérique du Nord, la cranberry est une petite baie rouge incroyablement riche en antioxydants. Elle protège ainsi de l'attaque des radicaux libres et aide à ralentir le vieillissement. Les amandes, celles qu'on aime, le super aliment idéal à picorer. Très concentrée en fibres, protéines et minéraux, elle a une forte densité nutritionnelle, d'où son effet très rassasiant sans pour autant élever la glycémie. Le gingembre, adieu douleur musculaire. Cette racine venue d'Asie n'a pas que des vertus aphrodisiaques. Le gingembre soulage aussi les articulations en bloquant les mécanismes inflammatoires. Il a aussi le pouvoir d'apaiser le système digestif, d'atténuer la nausée et d'améliorer les capacités cognitives. Le hareng, c'est épatant. À son actif, un duo de choc. Vitamine D plus bon gras. Le hareng est en effet une super source d'acides gras de la famille des oméga 3 qui stimule la production de cellules boucliers. Quant à la vitamine D, elle permet d'éviter rhume et grippe. Et enfin, le cacao. Le cacao, un super aliment? En voilà une bonne nouvelle. Source d'antioxydants et de molécules anxiolytiques. Ce super aliment est donc un allié de taille pour les systèmes nerveux et cardiovasculaires. Pour lutter contre le stress, il est juste parfait. Vous avez compris? Les super aliments sont nos super amis. Alors, les super aliments, justement, il y en a finalement pas mal, hein? Il y en a énormément. Mais d'abord, il faut qu'on essaie de faire comprendre aux gens comment ça va, comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est qu'un super aliment? Pourquoi du superlatif? C'est un aliment qui est très riche en antioxydants, en acides aminés, en oméga 3, en vitamines. Mais pourquoi on a besoin de tout ça?
Parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'énergie dans notre cellule, on produit des déchets qu'on appelle des amines oxydés ou des radicaux libres. Notre corps se défend lui-même, tout seul. En fait, le corps, c'est une machine parfaite. Et donc, contre les pro-oxydants, on a des antioxydants. Mais aujourd'hui, les choses changent. C'est-à-dire, on est stressé, il y a la pollution, on ne dort pas assez, il y a la junk food. Donc, notre pouvoir antioxydant est en train de baisser. Et on a besoin de ces super aliments pour redresser la barre. Donc, leur but, c'est-à-dire que si on les mange, ils font partie d'une chaîne d'alimentation saine. Il ne suffit pas de manger des super aliments pour être en bonne santé. Il faut faire du sport, il faut manger sainement, c'est un tout. Mais quand on les apporte en plus, eh ben, on fait de la prédiction santé, de la prévention santé. Ok, alors on passe en revue. On commence par l'épinard, l'aliment de Popeye. Oui, écoutez, que ce soit les épinards... Vous l'avez choisi, docteur. Oui, que ce soit les épinards ou les autres. Les épinards, c'était riche en vitamine C, c'est très riche en fer. Donc ça, c'est des choses... chacun de ces super aliments contient des choses extraordinaires. Ok, mais quand vous dites super aliment, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'avoir tous les jours dans son alimentation? Oui, à titre d'exemple, vous avez parlé d'amandes. Les études sont très claires. Il y a eu des études très poussées qui ont été faites en 2013 par rapport aux amandes. Par exemple, une poignée d'amandes, 15 grammes, eh ben, ça va réduire le risque d'atteinte d'infarctus ou d'atteinte cardiovasculaire de 15 à 20%, par exemple. Donc, c'est des petits plus qu'on va ajouter. On a parlé de graines de chia, par exemple. Vous savez que les graines de chia contiennent 10 fois plus de fer que les lentilles. Donc, il suffit, pour apporter ses besoins quotidiens, d'avoir 3 cuillères à café de graines de chia par jour. D'accord. Donc ça se mange cru? Oui, on peut mouler ça. On peut même saupoudrer sur une salade, sur le pain qu'on mange. On parle même des graines de lin, par exemple. On connaît tous. On peut donner aux enfants des graines de sans chia? Sans problème. Même quantité? 3 cuillères, c'est quand même beaucoup? Non, c'est beaucoup pour les enfants. Petite cuillère à café à saupoudrer au-dessous du pain, ou au-dessus de la salade, ou sur la soupe. C'est largement suffisant. Ok. Poireau, un super aliment, le poireau? Oui, aussi. Le poireau, en fait, les super aliments, on peut les classer en fruits et légumes et on peut les classer en algues. Mais pourquoi on dit que le poireau est un super aliment? Oui, c'est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Mais en même temps, docteur, tous les aliments, tous les fruits et légumes sont riches en vitamines, en antioxydants, en minéraux et en eau. Pourtant, là, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Qui sortent du lot parce qu'ils contiennent des choses en quantité supérieure que d'autres. Moi, j'ai dit, par exemple, les graines de chia, on a 10 fois plus de fer. Par exemple, l'acérola, vous en avez parlé, c'est très riche en vitamine C naturelle. Exactement. Et donc, un super antioxydant. Mais le poireau, on le mange rarement cru, on le mange cuit. Est-ce que la cuisson cuit? Oui, alors il faut savoir que trop de cuisson fait disparaître les vitamines et les minéraux. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder ces légumes croquants. Il faut toujours utiliser les modes de cuisson légers. Le wok, la vapeur. Il ne faut pas trop agresser le légume dans la cuisson. Donc, comme on a dit, il y a le volet légumes et fruits et il y a aussi le volet algues. Et là, on est en train de parler, maintenant qu'ils sont à la mode, on parle de la chlorella, on parle de la spiruline. Par exemple, la spiruline, qui est d'ailleurs produite chez nous au Maroc. La spiruline, elle est même exportée à l'étranger aujourd'hui. C'est un super aliment qui est très très riche en fer, très riche en acides aminés, très riche en minéraux. Mais on la prend en gélule, la spiruline? On peut la prendre avec toutes ses formes. Ça se vend sous forme d'algues, sous forme de comprimés, sous forme de gélules. C'est pas très pratique, très sympa de prendre des algues vertes et de les manger directement. C'est pas très commode. Mais les gens qui sont en manque de fer, les étudiants, les sportifs de haut niveau, trouvent en cet aliment beaucoup de choses intéressantes pour combler les déficits qui créent par le stress dû à la période d'examen ou le stress dû à l'entraînement, ou des choses comme ça. Donc en fait, au lieu de parler de compléments alimentaires, il faut aller puiser dans les super aliments. Effectivement, dans la nature, on a tout ce qu'il faut. Hippocrate a dit, faites de votre aliment votre premier médicament. Mais aujourd'hui, on a cette liste de super aliments qu'on oublie. Parfois, il y a des choses toutes simples. Les brocolis, par exemple. Très, très bonne valeur ajoutée, très bonne source d'antioxydants aussi. Et puis, on a même parfois de simples épices. On ne va pas trop compliquer la chose. Par exemple, le gingembre. Le safran, le safran parle de ses effets anti-inflammatoires. Le gingembre, on vient de parler. Il y a eu même des études qui ont corrélé le gingembre au traitement des spondyloarthrites ankylosantes ou bien des rhumatismes et que ça donnerait les mêmes résultats que les anti-inflammatoires classiques. Et donc, il y a des choses toutes simples, le gingembre, le safran qu'on utilise quotidiennement dans notre cuisine. Il y a des choses plus compliquées, par exemple la chlorella, qu'on utilise énormément dans les désintoxications du corps. La chlorella, c'est une algue?
Non, c'est en fait la chlorella, c'est ce qui est vert dans les plantes. Ok. Hein, c'est ce qui est vert dans les plantes, c'est ce qui permet de changer. La chlorophylle. Oui, la chlorophylle, par exemple. Je connaissais chlorophylle, mais pas chlorella. Oui, Alors vous imaginez qu'elle est extraordinaire dans les désintoxications des métaux lourds. Et on reçoit aujourd'hui des gens qui sont intoxiqués à l'aluminium, on en voit très très souvent. Vous savez, on utilise maintenant le papier aluminium à tort et à travers, ou bien au plan, ou bien les gens qui ont des vieux plombages dans leur bouche, et qui viennent nous voir pour des histoires d'asthénie, de baisse de morale. Et on fait tous les bilans et tout est normal. Et une fois qu'on explore le volet métaux lourds, et on trouve qu'il y a des métaux lourds. Et cette plante-là... Un plombage peut donner autant de sur le fil des années, c'est des microdoses qui sont libérées dans le sang. Et avec 10 ans, 15 ans qu'on garde ce plombage, ce vieux plombage noir, comme ça les gens se retrouveront dans la bouche, et ben il va finir par libérer des métaux lourds qui peuvent complètement épuiser, parce que ça puise dans notre pouvoir antioxydant. Et l'histoire de l'aluminium ? C'est pareil, hein, le papier aluminium, il est complètement à bannir de la maison, y compris les ustensiles de cuisine qui sont à base d'aluminium. Le transfert se fait vers l'alimentation et au fil des années, on se retrouve avec un taux élevé d'aluminium dans le sang et les conséquences sur la santé sont néfastes. Et en fait, même le superaliment, lorsqu'il est cuit dans ce type d'ustensile, il perd sa puissance. Bien entendu. Il faut utiliser des ustensiles de cuisine qui sont sains, il faut utiliser des manières de cuisson qui sont saines pour garder toutes les valeurs micronutritionnelles de notre alimentation. Alors Fedwa, vous avez un petit secret super aliment, vous avez un préféré dans la liste? Le gingembre, j'en prends chaque matin avec du citron. J'espère que je fais bien les choses. Gingembre frais, oui, un peu râpé avec un peu de citron, avec de l'eau tiède. Bonne association. Très bonne association. Très bonne association. Vous savez, maintenant, c'est les aliments d'hiver. Oui. La vitamine C, ça permet de se défendre. Le gingembre, il y a aussi le ginseng. Oui. Qu'on connaît très très bien. Le ginseng, c'est vraiment la bonne période pour faire une bonne cure parce que c'est une plante adaptogène. C'est comme un superchargeur. En fait, ça permet au corps de raccourcir son temps de récupération. Oui. Il y a deux petites notions à dire aux gens pour qu'ils fassent attention, parce qu'on voit des compléments de ginseng pulier partout maintenant. C'est asiatique, je crois. Oui, mais est-ce qu'on trouve la plante, voilà, c'est-à-dire pas le complément. Non, on ne trouve pas. C'est très difficile d'avoir. Il faut deux éléments importants. Il faut qu'il y ait une bonne dose, parce qu'aujourd'hui, il y a des panoplies de compléments alimentaires à base de ginseng, mais c'est très faiblement dosé. Et il y a un point qui est important. Il faut que la racine ait au moins 7 ans d'âge. Mais ça, comment on peut le savoir? Oui, mais c'est écrit sur la boîte. Ceux qui vont le montrer. Non, c'est important de le montrer. C'est mentionné sur la boîte. Oui, parce que la concentration ginsénoïde, le produit qui a cet effet-là, il doit au moins avoir 7 ans d'âge pour être bien concentré. Et c'est une plante adaptogène qui nous permet de nous adapter. Changement climatique, travail nocturne, décalage horaire. Avec 7 heures aujourd'hui, hein, on l'enlève pas. On l'a pas enlevé. Le ginseng est un bon moyen de s'adapter. Je crois que pour le moment, c'est tranché. Khadija Deroui, une question à notre super médecin. Le lait à la cannelle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le lait avec de la cannelle. Oui, il y a toute une panoplie de laits végétaux maintenant qui sont à la mode. Mais je parle surtout de la cannelle. Oui, alors la cannelle... La cannelle comme super aliment. Oui, bien sûr, c'est un super aliment. Moi, la cannelle, déjà, l'anecdote, c'est ce qui m'a permis d'enlever le sucre de ma vie. Parce que j'adore le café. Et c'est en sucrant avec un bâton de cannelle que j'ai appris à enlever le sucre de mon café. La cannelle, c'est très bien pour les diabétiques. Ça, on l'oublie. C'est très riche en antioxydants et c'est vraiment un super aliment. D'ailleurs, moi, je le dis toujours aux parents, quand vous faites des compotes pour vos enfants, sucrez à la cannelle au lieu de mettre du sucre. Mettez-la dans les biscuits, dans les préparations de biscuits, c'est très très bon. On peut utiliser de la farine d'avoine, on peut utiliser de la farine de lin. Vous savez, c'est un super cuisinier. Oui, flocons d'avoine, lin, c'est des super aliments. Lin et flocons d'avoine, c'est des super aliments. On peut même l'utiliser en farine. La prochaine fois, on a testé pour vous, Dr Kadim Louali, super chef. Et on fera un gâteau ensemble. On fera un gâteau à base de farine d'avoine. On vous enverra, Atman. Parfait. Après sa séance de sport. Après sa séance de sport, exactement. Mais je suis sûre que ça va être un gâteau healthy avec vous. Mais bon. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il y a le plaisir d'être sain, mais il y a le plaisir des papilles gustatives. C'est important. Quand on mange quelque chose de bon, on est rassasié. Oui, mais à ce moment-là, Atman va nous envoyer notre part du gâteau au studio cette fois-ci. On ne se fera pas avoir. Docteur Kadim Louali, on a des questions pour vous, Khadija, qui nous dit « Les super aliments perdent-ils leurs bienfaits si je les cuis ?» Bien entendu. Les manières de cuisson très violentes font perdre tout ce qui est bon dans l'alimentation.
Ça, c'est clair. Moi, je lui dis, il faut toujours aller vers des légumes croquants, la vapeur, le wok, qui est un excellent moyen pour garder toutes les vertus. Et tant que l'aliment n'est pas croquant dans notre bouche, c'est pas bon. La deuxième des choses, il y a des petites astuces toutes simples. C'est-à-dire que quand je fais ma soupe, par exemple, et que je fais bouillir mes légumes, eh ben, je dois toujours pas oublier de récupérer l'eau et de l'utiliser même pour la cuisson du tagine. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire une espèce de marmite. Il y a tellement de légumes, de la curcuma, etc., de tout ce qu'il faut, hein, et puis de garder cette eau qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire la papillote, pour faire des choses comme ça, parce que cette eau est riche en vitamines et en oligo-éléments. Super. Dernière question, on y va. Redouane, 37 ans, en mixant plusieurs super aliments en jus, est-ce que je ne risque pas d'avoir trop de vitamines et d'avoir un effet néfaste sur ma santé? Overdose de vitamines? Oh non, écoutez, surtout quand on prend des choses naturelles comme ça, il faut vraiment des doses astronomiques pour avoir une overdose. Mais par contre, à force de manipuler trop de compléments alimentaires, là, je ne suis complètement pas d'accord. On supplémente quand on a un déficit. On supplémente quand on a un déficit et que l'alimentation n'arrive pas à combler ce déficit. Mais se réveiller le matin et au lieu de manger sainement, prendre la pilule bleue, la pilule rouge, la pilule verte et un amas de vitamines, ça, c'est pas du tout sain pour Mais justement, quand on se réveille le matin et qu'on est fatigué sur plusieurs matinées, on se dit, je vais faire une cure de vitamines. Oui, et en fait, là, je dis toujours, quand on parle d'asthénie et de fatigue, ça dépend de pourquoi je suis fatigué. Mais, bien entendu. On sait rarement pourquoi. Enfin, on le sait parce qu'on est peut-être fatigué, on dort pas bien. Le médecin, il a cette capacité mais voilà, c'est au médecin. De l'asthénie fonctionnelle et organique, parce que parfois, ça peut être psychologique, et pour traiter l'asthénie, on a besoin d'aller chez le psychiatre. Eh bien, merci beaucoup pour les conseils, merci pour les pistes d'émission, merci pour les propositions on a testé pour vous. Merci d'avoir été avec nous, Dr Karim Louadi. Merci, mesdames, aussi pour votre présence, votre participation pour nos téléspectateurs. Fadoua Barada, psychologue, psychothérapeute, Khadija Daroui, psychiatre, psychothérapeute, et puis Atman pour sa séance de sport, et pour vous, les téléspectateurs, bien sûr, pour votre fidélité, votre confiance. Un grand merci à toute l'équipe et à toute l'équipe de rédaction qui m'accompagne pour la réalisation et la production d'On se dit tout. À très vite. Au revoir. Merci.